On va plonger dans l'histoire d'un livre, mais pas n'importe quel livre. Un livre légendaire, qui a traversé les siècles. C'est une histoire tragique, tirée du roman Samarcande d'Amin Maalouf, qui nous raconte comment un trésor de sagesse qui a survécu à des empires entiers a fini par être englouti par l'arrogance de notre ère moderne. Et tout commence par ces mots, un regret profond. Dès le début, on est plongé dans une atmosphère de perte, de mystère. Mais de quoi parle le narrateur? C'est quoi cet être de chair et d'encre, si précieux qu'il le hante encore, des années après? Voilà la question qui est au cœur de tout. Qu'est-ce que c'était ce fameux manuscrit de Samarcande? Parce que, il faut le dire tout de suite, ce n'était pas juste un assemblage de pages. Non, c'était un témoin de 1000 ans d'histoire. Allez, partons ensemble à sa découverte. Pour ça, il faut remonter le temps, loin en arrière, direction le XIe siècle, là où tout a commencé. On va à la rencontre de l'homme qui a créé ce manuscrit, un personnage incroyable, le poète et scientifique Omar Khayyam. Alors, Samarcande, à cette époque, il faut imaginer. Ce n'était pas une ville comme les autres. C'était une véritable oasis de culture, de savoir. L'hospitalité y était sacrée. Des mécènes anonymes finançaient tout, s'assurant que n'importe quel voyageur ait un toit et un repas, parfois même des années après la mort du bienfaiteur. C'est dire l'ambiance. Mais attention, derrière cette façade un peu idyllique, il y avait une ombre permanente, une peur constante. Le chef de la ville, Nasr Khan, c'était un tyran colérique imprévisible. On avait donc ce pouvoir militaire brutal d'un côté et l'autorité des savants religieux de l'autre. Pour un intellectuel, un libre penseur, c'était un peu comme marcher sur des œufs, vraiment dangereux. Et c'est dans ce contexte tendu que Khayyam écrit ces mots, dans la dédicace de son manuscrit. Ça nous dit toute sa philosophie. Il cherche la raison, la vérité, alors que le monde autour de lui sombre de plus en plus dans le fanatisme. Heureusement, il écrit sous la protection d'un juge, un homme éclairé, une des rares personnes à encore défendre la science. Mais voilà, pendant que Khayyam célèbre la raison et la vie, une autre force est en train de naître. Une idéologie radicalement opposée, qui va prendre forme, et qui est incarnée par l'antagoniste de cette histoire, Hassan Sabbah. Avant de parler de lui, il faut bien s'imprégner de cette phrase de Khayyam. C'est une véritable ode à la vie. Pour lui, tout est là. L'amour, la poésie, le vin, la beauté du monde, tout ça, c'est sacré. Gardez bien ça en tête, parce que ce qui va suivre est l'exact opposé. Et voilà, le conflit central de l'histoire, il est là. D'un côté, Omar Khayyam, l'amoureux de la vie. De l'autre, son contemporain, Hassan Sabbah, le fanatique de la mort. Pendant que l'un cherche le savoir, l'autre est en train de forger une arme terrible, basée sur la peur et la foi aveugle. L'ordre des assassins. Et cette idéologie, elle a un symbole, un quartier général, Alamout, une forteresse perchée dans la montagne. Impossible à prendre. C'est le siège de la secte la plus crainte de son temps. Un lieu dur, austère, l'antithèse totale de la lumineuse et généreuse Samarcande. Bon, le décor est planté. Le poète d'un côté, le fanatique de l'autre. Et le manuscrit, dans tout ça, qu'est-ce qui devient? Eh bien, accrochez-vous parce que son voyage à travers les siècles est une odyssée à peine croyable. Et là, premier coup du sort. Et quelle ironie! À la mort de Khayyam, le manuscrit est confisqué par Hassan Sabbah. Ce livre qui chante les plaisirs de la vie se retrouve enfermé à double tour dans la forteresse de la mort. Il va y rester caché du monde pendant des dizaines d'années. Et regardez-moi ce périple! C'est juste stupéfiant. D'abord, il est libéré, il devient même un livre sacré à Alamout, et puis, paf, les Mongols débarquent et rasent tout. La forteresse, la bibliothèque, tout part en fumée. Mais le manuscrit, il survit. Un historien le sauve des flammes in extremis. Ensuite, silence radio pendant des siècles, avant qu'il ne refasse surface à Paris au tournant du XXe siècle. Incroyable. On fait donc un grand saut dans le temps. On arrive au début du XXe siècle. Et c'est là qu'un nouveau personnage entre en scène. Un universitaire américain dont la quête pour retrouver ce livre va sceller son destin une bonne fois pour toutes. On est donc à Paris. Et cet universitaire, Benjamin Le Sage, il entend parler de l'histoire de ce manuscrit. Et là, c'est le déclic. Une véritable obsession naît en lui. Le livre a beau être de nouveau perdu, ça n'a pas d'importance. L'idée même qu'il puisse exister quelque part suffit. Il doit le trouver. Sa quête le mène jusqu'en Perse, en pleine révolution, rien que ça. C'est un mélange d'intrigues politiques, de dangers et d'une histoire d'amour avec une princesse, Shirin. Et contre toute attente, l'impensable se produit. Ensemble, ils le retrouvent. Le manuscrit est là. Son errance de près de 1000 ans semble enfin terminée. Le trésor est enfin en sécurité, dans un coffret magnifique. Benjamin et Shirin décident de l'emmener avec eux en Amérique. Et pour un voyage aussi important, ils choisissent le meilleur. Le navire le plus moderne, le plus grand, le plus sûr du monde. Celui qu'on surnomme l'insubmersible, le Titanic. Une décision absolument fatidique. À bord, c'est le grand luxe, l'insouciance.
mais il y a comme un mauvais pressentiment dans l'air. Et Chirine, au milieu de la fête, lâche cette petite phrase « Je voudrais que nous soyons déjà arrivés ». On dirait un terrible présage. Ça donne froid dans le dos. Le dernier soin, ils ouvrent le manuscrit. Ils lisent un passage, comme ça, au hasard. Et les mots qu'ils lisent sont prophétiques. C'est presque surnaturel. C'est comme si Omar Khayyam lui-même, à travers les âges, avait décrit le destin de son propre chef-d'œuvre. Quelques heures plus tard, la catastrophe. Cette date, le 15 avril 1912, marque la fin brutale du voyage millénaire du manuscrit de Samarcande. Le navire, ce symbole de l'orgueil et de la technologie moderne, est avalé par l'océan. Et avec lui, le manuscrit. Ce trésor qui avait survécu aux tyrans, aux invasions mongoles, à l'oubli. Tout ce que les siècles n'avaient pas réussi à détruire, l'arrogance d'une seule nuit l'a anéanti pour de bon. Et pourtant, même après ça, le narrateur, Benjamin Lesage, s'accroche à un espoir un peu fou. Il s'imagine que le manuscrit, bien protégé dans son coffret en or, sera retrouvé un jour, intact. Un espoir qui, plus d'un siècle plus tard, reste un simple rêve. Au final, toute cette histoire nous laisse avec une question fondamentale. Quand un objet comme celui-là disparaît, ce n'est pas juste un livre qu'on perd. C'est la voix d'un poète, c'est le témoin d'une époque, c'est un des liens invisibles qui nous unissent à notre passé. En fait, c'est une sacrée leçon sur la fragilité de notre héritage.